Le gin, ça va être un alcool qui titre aux alentours de 30 degrés avec du genièvre. Donc ça, c'est l'obligation. Donc on a l'obligation de mettre du genièvre pour l'appeler gin. Puis après, on met tout un tas de plantes qu'on a envie d'explorer à l'intérieur. Donc cet alcool qui est à 30 degrés, on met notre macérat à l'intérieur de la cuve. On vient chauffer à 82 degrés, donc c'est très important 82 degrés parce que c'est la température à laquelle l'alcool s'évapore, mais pas l'eau. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire donc une concentration d'alcool, c'est-à-dire on part d'un alcool qui titre aux alentours de 30 degrés et on en sort un alcool qui titre à 76 degrés. Donc on vient concentrer notre alcool. Donc c'est pour ça qu'on veut faire évaporer l'alcool, mais pas l'eau. Une fois que notre alcool s'est transformé en vapeur, il va monter dans ce qu'on appelle notre colonne de distillation. Cette colonne de distillation, à l'intérieur, il y a des plateaux comme celui-ci. Ces plateaux servent à mettre des botaniques à l'intérieur, par exemple on met de la menthe, et donc les vapeurs d'alcool vont monter et va se charger en arôme de menthe. Donc c'est comme ça qu'on arrive à donner des goûts si particuliers à nos spiritueux. Une fois que ces vapeurs-là sont montées, elles arrivent donc dans le chapeau qui vient concentrer toutes ces vapeurs sur la lentille de raffinage, donc c'est cette grande coupelle qui est en haut. Cette lentille de raffinage nous permet de monter nos alcools au-dessus de 80 degrés d'alcool. Donc ça nous permet vraiment en une seule fois de monter vraiment très très haut en alcool. Une fois qu'on a fini avec cette coupelle, on a ce qu'on appelle le col de cygne, donc qui vient redescendre, ce tuyau qui vient redescendre dans le condenseur. Le condenseur, c'est tout simplement un serpentin qui tourne à l'intérieur, dans de l'eau froide. Donc ça vient recondenser nos vapeurs d'alcool, et ici ça sort en liquide, tout simplement. Voilà, on a ce qu'on appelle donc, le bec perroquet, ça c'est vraiment l'outil principal de la distillation. C'est un outil qui nous permet de déterminer le degré d'alcool en sortie d'alambic. Comment ça se passe? Tout simplement. On utilise ici ce qu'on appelle un pèse-alcool. Donc c'est en fonction de la densité de l'alcool, ça va plus ou moins flotter. Et ce qui va nous donner tout ça, naturellement le degré d'alcool en fonction du niveau à laquelle ça flotte. Donc je vous le fais passer, vous allez vite comprendre à quoi ça peut servir. Et donc ce bec perroquet, c'est notre outil où on vient en tout temps déterminer le degré d'alcool de sortie de notre alambic. Donc durant la distillation, c'est comme ça qu'on prend nos mesures, tout simplement. Donc il y a 4 grandes phases dans la distillation. Donc la première phase, donc ça va être les têtes. Donc c'est tous les premiers alcools qu'on vient de tirer de notre alambic, c'est des mauvais alcools. C'est ce qu'on appelle le méthanol, différents alcools qui peuvent être dangereux pour la santé et la consommation humaine. À haute consommation, on peut en mourir. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de les trier, de les jeter. Donc les têtes, c'est les premiers alcools aux alentours de 83 à 80 degrés. Ça, on s'en sépare, on les met au rebut. De 80 jusqu'à 60 degrés d'alcool, ça c'est ce qu'on appelle le cœur de chauffe, c'est vraiment le nectar, c'est ce qu'on va utiliser, le mettre en bouteille. Donc ça c'est vraiment le meilleur du meilleur de la distillation. Après de 60 degrés jusqu'à 15 degrés, c'est ce qu'on appelle les secondes. Les secondes, c'est des alcools qui sont moins intéressants gustativement, mais qui sont encore bons à la consommation. Donc ces secondes, on va les réutiliser dans une seconde distillation, pour toujours avoir le rendement nécessaire pour la distillation. Donc ça, on va le réutiliser après. Et puis après, on a de 15 degrés jusqu'à 0 degrés, c'est ce qu'on appelle les queues de distillation. Et ça, c'est de nouveau des mauvais alcools qui sont impropres à la consommation, donc ça aussi, on les jette. Donc voilà, les têtes, les queues, c'est au rebut. Et ce qu'il y a entre les deux, il y a le cœur de chauffe où c'est le nectar, c'est vraiment ce qu'on utilise. Les secondes, ça sera retrié dans une future distillation. Pourquoi je parle de degré d'alcool? Et comme je vous l'ai expliqué, les vapeurs d'alcool à l'intérieur de notre alambic viennent se distiller à 82 degrés. Mais au fur et à mesure de la distillation, on perd les degrés d'alcool qu'il y a à l'intérieur. Et donc naturellement, on va commencer à distiller de l'eau. Et donc à la sortie, au tout début, on va avoir des alcools très très forts parce qu'on a énormément de concentration d'alcool.
Et au fur et à mesure de la distillation, il va y avoir de l'eau qui va passer dans le système. Et donc, qui dit mélange d'eau et d'alcool, le degré d'alcool va redescendre naturellement. C'est pour ça que quand on distille, les tout premiers degrés d'alcool sont très forts et au fur et à mesure de la distillation, on va redescendre jusqu'à arriver à 0. Si on laisse tourner l'alambic pendant 24 heures, on n'aura que de l'eau à l'intérieur de notre alambic. Il y a besoin de 3 trucs pour faire du gin. On va commencer par le gin, puis après je vais vous expliquer un petit peu les autres alcools qu'on fait. Donc il y a 3 trucs qui sont obligatoires dans le gin. Donc il y a la baie de genièvre, il y a aussi de la coriandre, mais qui est de la coriandre en grains, et aussi des racines d'angélique. Donc on a avec ces 3 trucs-là vraiment la base du gin, et si on ne rajoute pas de sucre à l'intérieur, on peut rentrer dans une appellation qui s'appelle London Dry Gin. Voilà. Ça c'est vraiment pour la base. Et ensuite, on a la possibilité avec le gin d'avoir une créativité assez folle, puisqu'on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. On peut rajouter autant de plantes qu'on veut, distiller tout ce qu'on veut, des fruits, des plantes, voilà. On fait vraiment ce qu'on veut. Et du coup, on peut avoir des recettes qui sont uniques. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gin qui commencent à inonder un petit peu le marché, parce que on peut s'amuser à aller chercher plein de goûts et d'arômes différents. Donc voilà. Donc nous on a choisi dans nos jeans de mettre de limiter un petit peu les quantités qu'on met en termes d'arômes et de se limiter à 6 pour vraiment avoir un goût qui est généreux et où on arrive à décerner chaque goût. Donc on en a un par exemple le blanc où à l'intérieur il y a de la menthe. Il y a aussi une petite baie qui s'appelle la baie verveine qui donne des notes de verveine citronnée, donc c'est quelque chose qui est très frais. Et on a le black qui du coup lui va être un petit peu plus chaleureux. Enfin, chaleureux, c'est dans le ressenti. Il va être un petit peu plus chaud, un petit peu plus rond. À l'intérieur, il y a de la cannelle et un peu de vanille aussi. Dans ces cuves-là, on fait nos macérations. Donc les macérations, comme on vous disait, on part d'une base d'alcool neutre, qui est l'alcool de grain, qui est bio. Donc c'est essentiellement du blé et de l'orge. Donc ça c'est pareil, c'est des bidons qu'on achète, parce que nous, notre alambic ne nous permet pas de concentrer l'alcool autant. Donc là c'est de l'alcool pur. Donc nous on vient redescendre cet alcool aux alentours de 30 degrés pour faire nos macérations. Et on les met dans les cuves qui sont là, en inox. Ensuite, on vient plonger les plantes à l'intérieur des cuves en inox et ça varie en fonction des plantes qu'on met. Il y a des plantes qui mettent plus ou moins longtemps pour infuser et pour prendre vraiment pour tirer vraiment tous les arômes des plantes. Par exemple, on a la menthe qui va être très rapide parce que la menthe, si on la laisse trop longtemps, elle va finir par tourner un petit peu et avoir un goût qui est un peu moins intéressant. Voilà. Et par contre, il y a des choses qui mettent beaucoup plus longtemps. Il y a des vanilles qui mettent jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi avant de vraiment tirer l'essence de la vanille. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cuves, on fait des macérations qui durent plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on fait. Puis ensuite on va tout mettre dans la grande cuve qui est là, on va tout mélanger avant de passer du coup directement dans l'alambic. On a aussi toute une partie macération qu'on fait pour le pastis que vous avez là. Donc là c'est à la fin, vraiment quand on met en bouteille, vous avez aussi du coup l'atelier où on vient avec de la cire, donc qu'on vient faire fondre, on vient plonger la bouteille à l'intérieur et puis on vient faire ce qu'on appelle un scellé sur la bouteille. Le pastis c'est très simple, il n'y a pas de distillation. Il y a une distillation d'une plante pour concentrer, mais globalement, surtout tout ce qui se passe en macération. Donc, nous, dans notre pastis, c'est une dizaine de plantes. Le cahier des charges du pastis, c'est relativement simple. C'est essentiellement une macération d'anis et de réglisse, avec aussi un petit peu de fenouil, pour concentrer vraiment les huiles essentielles d'anis. Voilà. Donc ça c'est le cahier des charges et après on peut rajouter un petit peu les plantes qu'on veut. Donc il y a certains pastis comme Henri Bardouin où ils vont mettre plus d'une 50aine de plantes à l'intérieur. Nous on a voulu limiter pareil à 10 pour pouvoir être un petit peu plus généreux sur les plantes qu'on met à l'intérieur et avoir un goût vraiment beaucoup plus prononcé sur chaque plante qu'on a à l'intérieur. Donc nous on a essentiellement du coup de l'abadiane étoilée qu'on prend souvent pour l'anis étoilé. C'est cette plante en forme un petit peu d'étoile qui est très jolie. Et ensuite on a aussi donc de la réglisse, on a à l'intérieur aussi de la menthe. La menthe ça vient casser un petit peu le côté alcool fort
un petit peu puissant et ça vient donner un côté un petit peu plus frais, ce côté frais qu'on a dans le pastis, voilà, ça vient de là. Donc on a toutes ces plantes-là qui macèrent, pareil, une durée différente en fonction des plantes et de la durée qu'on a déterminée. Donc une fois qu'on a fait ces macérations, pareil, on revient tout mélanger, on laisse poser pendant 1 ou 2 journées, et ensuite on vient faire ce qu'on appelle un sucrage. C'est-à-dire qu'on prend du sucre de canne, on vient en faire un espèce de sirop de sucre en le faisant un petit peu fondre, et ce sirop de sucre, on vient l'ajouter pour redescendre en degrés aux alentours de 45 degrés et apporter un petit peu cette note sucrée qu'on a dans le pastis et ce côté un petit peu gourmand. Alors nous, on essaie justement de faire en sorte qu'il soit sucré le moins possible, donc quand même pour garder le côté gourmand, mais en étant beaucoup moins épais, beaucoup moins écœurant qu'un pastis industriel style Ricard ou 51. Voilà. Qui sont un petit peu plus des alcools de soif. Nous on est plus sur un pastis de dégustation, vraiment sur le côté plante, qu'on va retrouver peut-être un peu plus sur l'absinthe ou le Pontarlier, si jamais ça vous parle. Voilà, donc ça c'est pour le pastis. La base en fait du whisky c'est de la bière. Donc nous en fait on se sert de la bière de nos parents. Encore une fois pour boucler la boucle. Et on distille ça et puis du coup on fait du whisky. Donc on fait un whisky vraiment familial entre nous. Donc ça c'est des fûts qui font 110 litres et donc c'est des fûts de chêne français. Pour le whisky, pareil, le cahier des charges il est relativement simple. On peut vieillir dans à peu près ce qu'on veut à partir du moment où c'est du bois. Voilà. Mais traditionnellement, les Écossais, les Irlandais et tout, le vieillissent dans des fûts de chêne neufs qui ont servi à rien d'autre, ou mis à part à faire 1 ou 2 whisky avant. Voilà. Donc nous on est parti sur ça, on est parti sur du chêne neuf. La plupart des chênes qui sont utilisés pour faire des tonneaux viennent de France, parce qu'on a des super chênes, et notamment on a des sols qui font que les chênes ont un petit peu plus de mal à pousser qu'ailleurs, ce qui fait qu'ils resserrent un petit peu les grains. Donc le bois est de meilleure qualité et nous permet d'avoir des fûts de meilleure qualité et gustativement qui vont apporter beaucoup plus d'arômes. Donc nous on a choisi des fûts qui viennent de la tonnellerie Alary qui est à côté de Cognac, donc pas très très loin, avec une chauffe moyenne. Pour monter un fût, on vient couper toutes nos lames de bois pour l'assembler, et une fois qu'on a fait le cerclage, on vient aussi le retourner sur un feu et ça va donner un goût un petit peu différent. Il y a des fûts qui sont très très brûlés, qui vont donner un côté un petit peu fumé, un petit peu plus chaud aux alcools qu'on fait vieillir à l'intérieur. Et les fûts qui ont moins été chauffés, eux vont avoir des arômes un petit peu plus de vanille, des trucs un petit peu plus frais, un peu plus boisés et un peu moins chaud, un peu moins sur le fumé. Donc voilà. Donc pour le whisky aussi c'est pareil, c'est très simple, c'est une base de bière. Donc la bière, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe du brassage, c'est assez simple. On vient concasser un petit peu du malt, donc du blé, de l'orge, en fonction de ce qu'on fait. On vient casser un petit peu tout ça, on fait une espèce de farine un peu grossière, on garde les enveloppes, on garde tout. Et ça, on vient le faire bouillir. On vient le porter à ébullition pendant un certain temps. Et cette ébullition-là, ça va nous donner de la bière en la faisant reposer. Et on vient aussi rajouter ce qu'on appelle des levures. Et les levures vont activer le sucre qu'on a naturellement dans nos grains. Ça va activer et puis ça va venir se casser et former de l'alcool. Voilà. Comme donc, pour l'hydromel du coup. Comme de l'hydromel, exactement, c'est ça, c'est la même chose. Donc nous dans l'idée on utilise une bière qui est aux alentours de 7 à 8 degrés d'alcool et on vient extraire dans l'alambic vraiment tout l'alcool de cette bière. On retire tout le reste, donc on a besoin de beaucoup de quantité parce que 7 degrés c'est pas beaucoup à extraire. On essaie vraiment de prendre tout l'alcool qu'il y a dans cette bière pour ensuite venir le faire vieillir pendant 3 ans minimum. Plus ça vieillit, mieux c'est. Plus ça développe des goûts différents. Et ensuite, on a aussi la possibilité, sur les 6 derniers mois du vieillissement, de venir changer le fût et mettre le whisky dans un fût qui est servi à faire d'autres choses. Donc il y a plein de choses à imaginer. Nous, notamment, on va aller chercher des fûts de Chinon pour amener des notes un petit peu plus d'épices, notes rouges un petit peu plus... voilà. Souvent, on utilise des fûts qui ont servi à faire des vins espagnols, du Xérès ou alors du Porto. Et sinon, on peut aussi utiliser, nous on est sur l'appellation Montlouis, donc on va se servir d'un fût de vin blanc de Montlouis pour vieillir notre premier whisky qui est juste là.